Il faut savoir que souvent, le meilleur endroit pour réduire ses dépenses, ça va être de regarder dans les trois catégories principales pour la plupart des gens. C'est-à-dire le logement, le transport et la nourriture. Tu peux, par exemple, mettre des choses en place pour transformer quelque chose qui te coûte en quelque chose qui te rapporte. Je te donne un exemple. Transformer son logement de résidence principale à un investissement locatif. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que tout se passe bien pour vous en cette période plutôt sombre avec l'arrivée des taxes foncières et Co. Ça fait mal, hein. Putain, quand elles arrivent et tu sais que tu vas devoir les payer, ah ça fait chier. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'investissement en France. Sinon les amis, pas grand chose de spécial, pas grand chose de spécial. Euh, donc on va passer l'actualité perso. J'ai pas pris de questions cette semaine, on va directement passer au sujet du jour. Le sujet du jour, c'est un épisode où on va parler des bases pour se créer de la richesse. Mais avant de nous plonger spécifiquement dans la façon de créer la richesse, euh, je vais quand même mentionner qu'il existe de nombreuses définitions de la richesse, tout simplement. Il y a la richesse financière, ce qui signifie que vous avez beaucoup d'argent et que vous avez plutôt pas mal d'actifs financiers. Et puis on a aussi une richesse temporelle, ce qui signifie que en gros, tu as beaucoup de temps libre et que tu peux passer à faire tes journées, tu peux passer tes journées à faire ce que tu veux, comme tu le souhaites. Il existe aussi d'autres types de richesses, mais sur cet épisode, comme vous le savez les amis, on va se concentrer sur la richesse financière. Juste avant de commencer cet épisode, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Il y a une petite surprise pour vous. Alors restez bien jusqu'à la fin les amis. Alors, on commence direct. La formule pour créer un patrimoine financier, concrètement, c'est quelque chose d'assez simple. C'est pas facile, mais c'est simple. La première étape va constituer à dépenser moins que ce que tu gagnes. Ça me paraît un peu logique. Donc, si tu prends tous tes revenus, imaginons que tu gagnes 2000 euros par mois, et que tu dépenses moins de 2000 euros, alors tu vas avoir un flux de trésorerie disponible positif. Et donc, il va te rester de l'argent que soit tu as envie t'as envie de garder. Dans ce cas-là, tu vas la mettre en épargne. Soit, dans ce cas-là, tu vas essayer de l'utiliser pour faire plus d'argent. C'est l'investissement. Maintenant, le cas contraire, si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, dans ce cas-là, tu as un flux de trésorerie négatif. Ce qui signifie que ta valeur nette va diminuer au cours de ce mois. Donc, pour résoudre ce problème, on peut tirer deux leviers concrètement. Soit tu peux augmenter tes revenus, soit tu peux diminuer tes dépenses. Il faut savoir que le moyen le plus simple et le plus rapide de rendre ce salaire, ce flux de trésorerie positif, ça va être de réduire toutes les dépenses que tu juges inutiles. Donc en gros, grosso modo, si tu sors le week-end et que tu dépenses 200 euros par nuit tous les vendredis et tous les samedis soirs, bon, tu dois peut-être te demander si est-ce que ces dépenses sont plus importantes que de créer de la richesse pour vous pour un futur meilleur, enfin pour un meilleur futur. J'encourage tous les auditeurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous créer une liste de toutes vos dépenses au cours du mois et à parcourir toutes les lignes et voir si vous avez dépensé plus ou moins que ce que vous pourriez attendre dans certaines catégories. Je te donne un exemple. Prends un repas à 20 euros dans ton restaurant préféré. Ça peut te sembler peu, mais si tu y vas y manger, si tu vas y manger 5 fois par semaine pendant un an, au final, ça va te coûter 4800 euros au cours de cette année.
Ça va représenter, toujours si on reste sur un budget de 2000 euros, ça va représenter plus de 20% de tes revenus. Ensuite, si tu dépenses 100 euros par week-end en alcool et en sortie avec tes amis, ça va te coûter 4800 euros par an. Donc, maintenant, attention, ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas sortir manger ou sortir vous amuser avec vos amis. Il suffit juste, en fait, d'être intentionnel dans vos décisions, surtout vos décisions qui concernent les dépenses. Et si vous souhaitez créer de la richesse au fil du temps, eh ben, ça va passer par des décisions, par des dépenses rationnelles. Souvent, le meilleur endroit pour réduire les dépenses, ça va être de regarder généralement quelles sont les trois catégories principales de dépenses pour la plupart des gens. C'est le logement, le transport et la nourriture. Tu peux essayer de chercher si tu peux pas optimiser les dépenses dans ces catégories. Je te donne un exemple. Moi, j'ai un collègue investisseur. Il a transformé son logement en investissement. Comment il a fait? Il avait une grande maison qu'il a divisée et il loue une partie de son logement. Ça lui paye son crédit. Donc, le mec est logé gratuitement et en plus de ça, il capitalise. Donc, c'est jackpot. C'est jackpot. Je te donne un autre exemple. Si tu conduis un véhicule de 50 000 balles et que tu rembourses, on va dire, 500 euros par mois, mais concrètement, tu pourrais très bien te débrouiller avec un véhicule qui coûte moins cher, par exemple une Clio. Alors bien sûr, hein, attention, ça fait pas plaisir, hein. Mais maintenant, moi je t'énonce juste un moyen facile pour que tu réduises tes frais de transport. Donc après, c'est à toi de prendre la décision. Soit tu rembourses ton prêt sur ce véhicule, soit tu achètes un véhicule bon marché. Je pense aussi qu'un autre endroit facile pour réduire ses dépenses, ça va être aussi de regarder tous vos abonnements auxquels vous êtes inscrits, toutes ces assurances de merde que vous avez. Là, je vais te donner un exemple concret. Mais moi déjà, tu vois, je regarde pas la télé. Donc tous ces abonnements-là, pour moi, je trouve ça aberrant. Mais par exemple, la télé, certains peuvent payer jusqu'à 70 euros par mois pour avoir la télévision. Tu sais, je te parle de Amazon Prime, Netflix, Canal+, et tous ces trucs de merde comme ça. 70 euros par mois, merde. Donc, si tu coupes ton abonnement tout net, dans ce cas-là, tu tombes à zéro. Et 70 balles par mois, ça fait quand même hop, 840 euros à l'année. 840 euros à l'année. C'est 840 euros de moins que tu aurais pu investir. Donc c'est assez bête. Bon, après, si t'es matrixé par la télé, t'as vraiment besoin de la télé, je vais te donner une solution alternative. Ça va être de prendre un IPTV. Moi, j'ai un IPTV. Cet IPTV, il me coûte 40 euros par an. Par an, hein, pas par mois, hein, par an. T'imagines la différence entre 800, je sais plus combien on était, et 40 balles? Alors bien sûr, attention, j'espère qu'il n'y a pas des mecs d'Adopi ou je sais pas quoi qui écoutent le podcast. C'est pas... j'ai tout. Toutes les plateformes, je les ai. Est-ce que c'est très légal? Je sais pas. En tous les cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille l'IPTV. Parce que juste en vous libérant de tout ça, de toutes ces dépenses, vous pouvez finir par économiser pas mal d'argent. Juste à cause de cette simple décision. Et tout à l'heure, je vous parlais des assurances. Les assurances, c'est aussi un truc de fou. Les assurances que vous prenez, genre à électrodépôt, combien de personnes payent encore des assurances pour des trucs qu'ils n'ont plus? Moi, ma conjointe elle avait acheté une télé il y a genre peut-être 5 ans, 6 ans. Et merde, il y a encore 2 ans, elle payait encore une assurance pour une télé qu'elle avait plus. Alors certes, c'est pas grand-chose, ça se voit pas trop, c'est genre 3 balles. Mais 3 balles plus 6 balles plus 3 balles plus XXX. Bon, on arrive tout de suite à 50 balles. 50 balles, c'est 600 euros. C'est 600 euros que vous n'avez pas investi. Donc voilà, encore une fois, pensez quand même à regarder dans ces trois grandes catégories, le logement, le transport, la nourriture, et vous pouvez essayer de limiter. Alors bien sûr, il faut faire aussi en fonction
de vos préférences. Moi, je vous dis juste que c'est des endroits où réduire les dépenses va être assez simple en fait, parce que ça coule de source. Le logement, on sait que c'est un poids dans le ménage français, donc essayez d'optimiser ça pour que ça vous coûte moins cher. Je vous dis pas d'habiter gratuitement, même si l'astuce que je vous ai donnée de diviser son logement pour éviter de payer, et du coup comment dire, logé à titre gratuit par ton locataire, c'est quand même une solution énorme, mais t'es pas obligé d'en arriver jusque-là. Peut-être que tu peux louer ton garage, peut-être que tu peux louer ta cave aussi, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. J'encourage aussi les auditeurs à se demander si tout ce que vous dépensez, pourquoi vous dépensez votre argent, est-ce qu'il ajoute vraiment de la valeur à votre vie? Est-ce que ça va vous rendre meilleur? Est-ce que ça vous rend plus heureux? Est-ce que c'est juste peut-être un gaspillage total d'argent? Après, les amis, peu importe avec ce que vous faites avec votre argent, hein, peu importe ce que vous finissez par dépenser votre argent, assurez-vous simplement que ce pourquoi vous dépensez, bah, vous le dépensez d'une manière qui reflète ce que vous appréciez. Parce que combien de personnes j'ai connues qui achetaient pour plaire aux gens? Acheter une grosse voiture parce que j'ai vu un tel avec, regarde, je suis dans l'équipe, nanana. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Donc, dépensez pour des choses qui vous reflètent et pas qui va vous faire refléter dans la société. Ensuite, on peut, en dehors de la réduction de toutes vos dépenses, ça va être logiquement un autre levier qu'on peut activer, c'est d'augmenter vos revenus. Et là, on pourrait parler de tellement de choses. Tu peux simplement obtenir, enfin simplement, je mets entre guillemets, hein, mais tu peux obtenir une promotion au travail. Ou tu peux quitter ton emploi pour choper un autre emploi avec un salaire plus élevé. Maintenant, si ton salaire est capé, tu peux pas, et puis bah ce levier de l'emploi, tu peux pas l'activer, bah dans ce cas-là, tu vas peut-être pouvoir te développer une activité secondaire que tu vas faire le soir, que tu vas faire le week-end. Mais dans tous les cas, les amis, le moyen le plus simple de commencer à générer des flux de trésorerie positifs, ça va être de réduire ses dépenses inutiles. Donc pour récapituler, si on pouvait récapituler la première étape pour se créer de la richesse, c'est dépenser moins que ce que vous gagnez et produire des flux de trésorerie positifs pour chercher à investir. Et dans ce monde, les amis, vous savez, hein, j'arrête pas de vous le répéter, mais dans ce monde plein de gratification instantanée et de réflexion à court terme, on sait que ça peut être difficile à suivre. C'est dur. C'est dur pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont dépenser plus que ce qu'ils gagnent. Et ça, pour eux, ça leur paraît totalement normal. Il y a beaucoup de gens qui vont s'endetter avec des crédits à foison et qui vont s'enfoncer tous les jours un peu plus profond dans un trou dont il va être très 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 dur de sortir. Parce que vous allez payer des intérêts phénoménaux, des intérêts insensés. Et ça, c'est bête. Maintenant, la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape pour se créer de la richesse? La deuxième étape, concrètement, ça va être de prendre ce flux de trésorerie et de commencer à investir dans des actifs qui s'apprécient avec le temps. Vous savez, les actifs que on a parlé un nombre incalculable de fois dans ce podcast, c'est un actif qui va prendre de la valeur. Alors bien sûr, les options les plus évidentes en matière d'investissement, premièrement, ça va être l'immobilier locatif, ça va être les ETF, j'arrête pas de vous en parler des ETF. Ça va être aussi les actions, l'investissement boursier classique entre guillemets. Ça va être les cryptos, ça va être le private equity, et la liste est longue. Vous pouvez investir dans énormément de choses. Dans les investissements un peu exotiques, on va retrouver le vin, on va retrouver, vous savez quoi, la dernière fois, j'ai trouvé un truc, c'était, tu pouvais, alors, rigolez pas, hein. Tu pouvais investir dans les vaches.
Tu vois? Tu pouvais investir dans les vaches pour faire le lait et tout. C'est un truc de fou. Alors, j'ai pas investi dedans, mais bon. En termes de diversification, on était au summum, je pense. Donc voilà, la liste est longue, on peut investir dans énormément de choses. Maintenant, si vous avez une dette avec un taux d'intérêt supérieur à 5% par exemple, moi je vous encourage vraiment à éliminer cette dette dès que possible. Par exemple, imaginons, tu as 10 000 euros de dette et tu payes 16% d'intérêt. Et sachez que ça existe vraiment, les amis. Ça existe. Payer des dettes à 16% d'intérêt, c'est ouf. Donc concrètement, avec une dette de 10 000 euros à 16%, vous payez 1600 euros par an juste pour détenir cette dette. Et 16%, les amis, on est sur un très beau taux d'intérêt. Donc, aller chercher un rendement annuel qui dépasse 16%, bon courage. Ça va être très compliqué. Donc il est probablement beaucoup plus sage d'éliminer cette dette dès le début, dès que possible. Maintenant, je vais vous donner une autre raison pour laquelle je suis sûr que vous voudriez investir cet argent. C'est que l'argent que vous gagnez au travail, pour de nombreuses personnes et pour la majorité des gens qui écoutent ce podcast, c'est des salaires reçus en euros. Et ces euros ne conservent pas la valeur dans le temps. Ils ne conservent pas leur valeur. Tout ça à cause de l'inflation. Et surtout, on le voit actuellement. Actuellement, c'est flagrant. L'euro perd de la valeur tous les jours. Tout simplement parce que l'argent ne conserve jamais sa valeur sur de très longues périodes. Donc vous devez faire travailler cet argent dans des actifs. Par exemple, si quelqu'un avait investi 10 000 euros dans le S&P 500 il y a à peine 10 ans, ces 10 000 euros, aujourd'hui, vaudraient plus de 31 000 euros avec les dividendes réinvestis. Si vous aviez détenu vos 10 000 euros en espèces, sachez que votre pouvoir d'achat réel aurait clairement diminué au fil du temps, car avec ces euros, ça vous permettrait tout simplement d'acheter moins de choses en raison de l'inflation. Imaginons, avec ces 10 000 euros, tu pouvais acheter, on va prendre gros, hein, un iPhone en 2010 coûtait 10 000, et ben un iPhone en 2020, avec ces 10 000 euros, tu n'aurais pas pu te l'acheter. L'exemple est grossier, je vous l'accorde, mais vous avez compris le principe. Maintenant, l'option que je prône, et pour moi c'est une option qui est la plus populaire après l'investissement immobilier, parce que vous savez que c'est mon petit dada, ça serait d'investir dans des fonds indiciels, les ETF, en tant qu'outil d'investissement. Parce que c'est un outil qui est devenu vraiment assez populaire. Et surtout, on a un historique de rendement de l'ordre de 8 à 10% pour des investisseurs qui investissent, qui participent aux ETF pendant de très longues périodes de temps. Les actifs de choix qui s'apprécient, pour moi, ce sont vraiment les ETF et l'immobilier. Et j'aime les ETF parce que c'est un excellent moyen de se créer de la richesse à long terme, que tu peux, par exemple, prenons un scénario de type dépressionnaire, tes ETF pourraient baisser de 40% à 50%. Mais sur le long terme, ça a été prouvé que les ETF ont tendance à très bien performer. J'ai également une autre grande conviction dans les cryptos. J'en parle pas énormément sur cette chaîne. Alors j'en détiens pas mal dans mon portefeuille, mais j'en parle pas énormément dans ce podcast. Mais j'ai quand même une grande conviction sur les cryptos, notamment avec le Bitcoin qui s'est apprécié d'environ à peu près 150% par an au cours de la dernière décennie. 150% par an, c'est insane. Et les rendements, bien sûr, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Les rendements historiques ne sont pas une garantie pour l'avenir. Les résultats passés ne présagent jamais les résultats futurs. Bien sûr, tout ça on est d'accord.
Mais juste pour cette référence de 150% au cours de la dernière décennie, je crois que on va continuer à aller de l'avant avec les cryptos. On va avoir une adoption rapide, globale, dans le monde entier. Et on a encore une potentielle hausse, on a encore un potentiel de hausse énorme. Pourquoi je dis ça? Parce que notamment la capitalisation du Bitcoin est toujours inférieure à d'autres actifs assez semblables, entre guillemets, même si on ne peut pas comparer. Mais par exemple, l'or a un plafond de 10 000 milliards de dollars. Et on est encore loin avec le Bitcoin. 10 000 milliards de dollars pour l'or. Donc ça me donne quand même une sorte de pari avec un potentiel de hausse élevé et avec un potentiel de baisse qui est limité concrètement à ce que j'ai investi. Parce que ce que j'ai investi dans les cryptos, c'est quelque chose que je suis prêt à perdre, même si je ne le fais pas pour perdre, bien sûr. Mais mon potentiel de baisse est limité, tu vois. Maintenant, on va parler de l'immobilier. Aujourd'hui, on est en mesure d'obtenir et en mesure d'investir dans des biens qui produisent des rendements d'à peu près, en fonction d'où vous êtes, 10% ou plus. Mais en plus de ça, avec l'immobilier, ce qui est cool, c'est qu'on a la capacité d'obtenir de nombreux avantages fiscaux. On a également cette capacité de levier bancaire, c'est-à-dire que tu investis, mais concrètement, tu investis quasiment peanuts. Ta maison coûte 100 000, allez, s'il y a tout pété, tu as posé 10K sur la table, c'est jackpot. Donc au fur et à mesure que tu vas capitaliser, tu vas gagner de l'argent, plus tu détiens longtemps cette maison, et plus ton patrimoine grandit. En plus de ça, on a l'appréciation de l'immobilier, donc c'est quand même pas mal. On est probablement même capable de battre régulièrement les rendements d'un fonds indiciel, mais c'est un investissement par contre, on va pas se le cacher, où on a un peu plus de travail à fournir pour démarrer, pour trouver les biens. Après, on a la gestion locative. Donc, c'est pas aussi passif que d'acheter simplement un fonds indiciel. Ça, c'est aussi quelque chose à bien le stipuler, à bien le mettre en avant. C'est que l'immobilier, c'est cool. L'immobilier, tu peux faire de l'argent. Mais par contre, l'immobilier, c'est pas les doigts de pied en éventail et je fous plus rien. Non, tu vas, surtout si tu gères toi-même, etc., tu vas avoir la gestion locative. En fonction des locataires que tu auras, ça peut être très compliqué. Tu vas avoir les travaux, tu vas avoir les visites, etc., etc., etc. Donc, c'est pas totalement passif. Quelque chose de totalement passif, ça va être l'investissement dans les ETF. Là, il n'y a pas plus passif, hein. Franchement, 3 clics et c'est plié. Et basta. Et tu peux laisser 10 ans après. On va maintenant parler des aspects les plus importants de l'investissement. Les deux aspects les plus importants, ça va être d'investir tôt et d'investir souvent. Je ne sais pas si vous connaissez Charlie Munger. Charlie Munger, c'est le principal associé de Warren Buffett et il est connu pour avoir dit le premier 100K est difficile, mais il suffit de le faire. Concrètement, ce qu'il entend par là, c'est dur de porter sa valeur de son portefeuille à 100 000 euros. La raison, c'est qu'une fois que vous avez cette base solide d'actifs qui travaillent pour vous, les intérêts composés vont jouer. Ils vont entrer en jeu, ils vont commencer à faire la grande partie du travail pour vous. Par exemple, si vous avez 10 000 euros et que vous gagnez un rendement de 10%, au final, c'est seulement 1 000 euros, tu vois, c'est pas grand-chose. Maintenant, si tu as 100 000 euros et que tu gagnes toujours ce rendement de 10%, bah, on n'est plus sur la même somme. Maintenant, ça va représenter 10 000 euros ajoutés à ta valeur nette. Et c'est à ce moment-là que le rendement de votre argent commence à faire vraiment une grande différence. Et il va te falloir de nombreuses années, bien sûr, pour arriver à faire ces premiers 100K. Mais le jeu en vaut la chandelle, comme dirait l'autre. Bah, je pense, hein. Moi,
je fais le voyage à 100%. Pour t'aider à vraiment bien illustrer le pouvoir des intérêts composés, je vais te donner un exemple, mais vraiment frappant. Quelqu'un qui économise 10 000 euros avec un taux de rendement placé à 7% par an. Cette personne accumulera 100 000 euros en à peu près 8 ans. Si elle recommence dans la foulée, elle mettrait, pour refaire 100 000 euros, 5 ans. Pour refaire son troisième 100 000 euros, 4 ans. Et pour refaire encore une fois 100 000 euros, 3 ans. Tu vois, dans l'exemple que je viens de te citer, économiser les premiers 100 000 euros, ça a pris près de 8 ans à cette personne. Mais économiser les quatrièmes 100K, ça a pris 3 ans. Et en fait, ça fait seulement... ça devient de plus en plus court par la suite. En supposant qu'il continue à gagner et à avoir ce rendement de 7% et qu'il investit 10 000 euros par an. Donc tu vois que plus tu laisses fonctionner, démarrer cette machine, plus tu gagnes de l'argent rapidement. Et c'est ça, c'est l'astuce que beaucoup de gens riches et fortunés utilisent. Ils investissent tôt et ils investissent régulièrement et souvent. Et avec suffisamment de temps, ils sont pépères. Ils laissent les intérêts composés faire la plus grande partie du travail à leur place. Et ils s'assoient tout simplement. Et ils profitent des gains. Bam, et ça rentre, et ça rentre. Et tu peux obtenir ces rendements toi aussi sur un horizon temporel à long terme. Simplement en achetant par exemple un fonds indiciel, un ETF, sur le S&P 500. Albert Einstein, je crois que je vous l'ai déjà dit dans le podcast, mais Albert Einstein a dit « L'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Celui qui la comprend, la gagne. Celui qui ne la comprend pas, la paye. » Et tout ça, ça nous amène au sujet du mouvement FIRE, le mouvement Financial Independence Retire Early. J'en ai fait un épisode, il y a quelques épisodes, là, je ne sais plus vraiment, il y a peut-être 3-4 épisodes. C'est un mouvement qui frappe très fort. Une règle, c'est la règle des 4%. Cette règle, elle stipule que vous êtes financièrement indépendant une fois que la valeur de ton portefeuille est 25 fois tes dépenses annuelles. Est égale à 25 fois tes dépenses annuelles. Donc, si tes dépenses annuelles sont d'environ 50 000 euros par an, ce qui fait un joli total, un joli pactole de 1,25 million. Si tu fais 50 000 fois 25, ça te donne 1,25 million. C'est une jolie somme bien coquette, mais je pense que beaucoup de personnes ne pourraient pas s'attendre à prendre leur retraite avec 1,25 million. Étant donné qu'ils ont des besoins de dépenser 50 000 euros par an. Donc la règle des 4, en fait, elle découle du fait que si vous avez 1,25 million dans ton portefeuille, tu serais en mesure de retirer 4% par an indéfiniment. Parce que la valeur de ton portefeuille va tout simplement augmenter avec le temps. Il y a deux autres conseils que je recommanderais à vous, auditeurs du podcast. Ça serait d'automatiser vos investissements et chercher à minimiser vos frais d'investissement. L'automatisation, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de rester cohérent dans votre stratégie. Et si vous investissez le jour où vous recevez votre salaire, bah, c'est clair et net. C'est comme si tu ne voyais même pas que tu avais de l'argent. Donc c'est un bon moyen de s'assurer que tu investis continuellement dans le marché, notamment avec la stratégie du DCA, tout simplement. Soyez aussi conscient des frais que vous allez payer et barrez-vous des banques traditionnelles, les amis. Barrez-vous des banques traditionnelles. Quand je vois que une banque te prélève 3-4% de frais de compte pour un vulgaire PEA, bah ça fait peur. Ça fait peur. Prenez conscience des frais de placement que vous payez. De nos jours, presque tout le monde devrait avoir la possibilité d'investir dans un fonds indiciel à faible coût, par exemple. Il faut savoir que tout frais supérieur à 1%, c'est excessif. Alors attention, c'est excessif à mon avis. Si pour vous, payez des frais supérieurs à 1%, ça va.
eh ben ça va. En tout cas, je te le dis clair et net, pour moi, c'est mort. J'investis pas. La plupart des gens devraient investir dans un fonds où les frais sont inférieurs à, à 0,5, allez, 0,7% maximum. Grand maximum. Je te donne deux chiffres pour faire référence. J'ai investi sur des fonds indiciels S&P 500. Je vais te donner notamment, par exemple, l'émetteur Lyxor ou Amundi, qui est éligible au PEA. Ils ont un ratio de frais de seulement 0,15% par exemple. Donc c'est quasiment... Est-ce que tu imagines la différence entre 1% et 0,15%? La différence est énorme. Et juste tout à l'heure, on parlait des intérêts composés. La magie des intérêts composés, elle est aussi pour les intérêts que tu payes pour tous ces frais. C'est-à-dire que plus tu vas avoir un pourcentage élevé, et au bout de quelques années, ça fait des frais énormes. Donc vraiment, faites attention aux frais de placement. C'est quelque chose qui peut paraître anodin et ça l'est pas du tout. Aussi les amis, je vous encourage à penser à vos finances personnelles comme un patron, comme un directeur financier qui penserait aux finances d'une entreprise. Il va faire quoi le directeur financier? Il va essayer d'optimiser toutes ses finances pour maximiser la valeur de son entreprise. Donc vous devez faire exactement pareil. Exactement. Une fois que vous commencez à produire des flux de trésorerie positifs, vous investissez dans l'appréciation des actifs. Et c'est simplement une question de temps avant que tu sois financièrement riche, mon pote. Que ce soit 500 000, 1 million d'euros, peu importe en fait, les chiffres ne sont pas vraiment importants. Les chiffres seront différents en fonction de vos besoins financiers, en fonction des personnes, etc. Mais plus vous êtes en mesure de générer des flux de trésorerie, plus tu seras capable d'investir dans l'appréciation des actifs. Et plus vite vos actifs vont s'apprécier, plus vite vous allez créer de la richesse, et ainsi de suite. Après, c'est le cercle du bonheur, tu vois. C'est vraiment aussi simple que ça. Tout simplement. Bon, voilà les amis, j'espère que vous avez aimé, vous avez kiffé cet épisode. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Vous pouvez soutenir aussi le podcast, très important, en laissant des notes 5 étoiles, des petits commentaires sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. J'apprécierais vraiment que vous m'aidiez à faire connaître ce podcast afin que je continue à vous fournir tout ce contenu gratuitement. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez me poser des questions, si vous avez un petit souci particulier par rapport à un investissement ou quelque chose en rapport avec l'investissement. Vous retrouvez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. En parlant de gratuit, pour ceux qui sont encore là, ça y est les amis, la formation est disponible. La formation à améliorer ses finances personnelles et démarrer une nouvelle vie est enfin là. Comme promis, la formation est gratuite pour vous. Dans cette formation, vous allez retrouver plus de 2 heures de vidéos, 5 modules différents. On va parler psychologie, on va parler budgétisation, on va parler investissement, on va parler impôts. Bref, on va parler de plein de choses. Vous avez de nombreux fichiers téléchargeables. Vous avez un workbook complet. Il y a énormément de choses dedans. On a une calculatrice à intérêt composé. On a un calculateur de patrimoine net. Vous avez des exercices. Bref, franchement, vous avez plein de choses. Vous avez un PDF sur le mindset. Vous allez être gâtés. Franchement, vous êtes gâtés. Je vous ai fait un truc aux petits oignons. Et je vous le répète, tout ça gratuitement pour vous. Et attention, on ne parle pas d'une vulgaire formation, un truc à 10 balles, tu vois. Vraiment, je suis fier de te présenter ce que j'ai fait. C'est une vraie bonne formation. Il y a 2 heures de vidéo. On explore beaucoup de choses. On va profond dans les sujets, etc. Donc franchement, j'espère que vous allez kiffer les amis. N'hésitez pas, si vous voulez, vous retrouvez toutes les informations dans les notes de l'épisode. Dans tous les cas, on n'oublie pas le 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.